Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. La visite d'État de la présidente de la Slovénie a permis l'ouverture d'une nouvelle coopération bilatérale entre Madagascar et la Slovénie. Une ouverture marquée par la coopération, les liens d'amitié et les relations stratégiques. La commune d'Abouybar, dans le district de Mazakadjine, se dit prête et pleinement convaincue par le projet Agropole, un pôle intégré de production agricole et d'élevage. Le maire de cette localité a tenu à rassurer qu'il ne s'agit nullement d'une cession de terre à des investisseurs étrangers, mais bien d'un partenariat stratégique avec Israël. Un Boustcha figure également parmi les districts actuellement affectés par les coupures de courant. D'après le vice-président de l'Assemblée nationale en charge de la province de Fenarantou, le centre-ville est particulièrement touché, notamment en raison de l'inexistence de l'éclairage public. Et enfin, traiter ses collègues de bitch, morue ou contraindre une subordonnée à faire le poirier en jupe, Tommy François, ancien vice-président du service éditorial d'Ubisoft, a invoqué lundi la culture Ubi et s'est excusé à la barre, reconnaissant que ce n'est pas normal. À la une de l'actualité, la visite d'État de la présidente de la Slovénie a permis l'ouverture d'une nouvelle coopération bilatérale entre Madagascar et la Slovénie, une ouverture marquée par la coopération, les liens d'amitié et les relations stratégiques. Dans ce contexte, la signature officielle du mémorandum d'entente sur les consultations politique régulière entre la République de Madagascar et la République de Slovénie a eu lieu ce jour en présence des chefs d'État malagasy et slovènes. 3 axes de coopération ont été discutés lors du tête-à-tête entre Radovan et Pirc Musar, à savoir le développement durable, le renforcement du capital humain et la lutte contre les inégalités, ainsi que la relance de la coopération bilatérale. Le point avec Stiavana Doni et Yves Rassata. Une nouvelle ère de coopération et de relations bilatérales est née entre Madagascar et la Slovénie à partir de ce jour. Bien que les relations diplomatiques entre les deux pays aient été établies il y a bientôt 20 ans, elles sont restées peu développées. C'est cette visite d'État du tout premier chef d'État slovène à Madagascar qui marque l'ouverture d'une nouvelle coopération et l'établissement d'une relation bilatérale entre Madagascar et la Slovénie. To ni le simbolika, gre za jasno potrditev, da Slovenija v Madagaskarju. Ceci n'est pas seulement une symbolique, c'est un signe clair que la Slovénie voit en Madagascar un pays ami avec lequel elle veut vraiment bâtir un partenariat sûr, à long terme et plein de contenu. En effet, Nataša Pirc Musar, la présidente de la Slovénie, est en visite d'État à Madagascar pendant 2 jours. La chef d'État a été accueillie par son homologue, André Rajoelina, président de la République de Madagascar, au palais d'État d'Iavlou. Nataša Pirc Musar a été reçue selon le protocole réservé au chef d'État, 21 coups de canon et d'honneur et accueilli par le président de la République André Rajoelina en personne à l'entrée du palais d'Iavlou. Les 2 présidents s'étaient ensuite entretenus pendant près d'1 heure avant d'honorer de leur présence la cérémonie de signature à la salle des ambassadeurs. En effet, la nouvelle ère de coopération et de relations bilatérales entre Madagascar et la Slovénie a été marquée noir sur blanc par la signature officielle du mémorandum d'entente sur les consultations politiques régulières entre la République de Madagascar et la République de Slovénie. Les 2 chefs d'État ont clôturé la cérémonie à Iavlou par une rencontre avec la presse, à l'occasion de laquelle André Rajoelina avait soulevé les futures perspectives de coopération avec la Slovénie. 3 axes structurants ont émergé de nos discussions.
Premièrement, la coopération dans le domaine du développement durable. Nous croyons fermement que pour atteindre le développement tant attendu par nos populations et l'industrialisation du pays, la transition énergétique est un pilier essentiel. C'est pourquoi nous exprimons notre intérêt pour une coopération avec la Slovénie dans le domaine des technologies renouvelables. Deuxièmement, le renforcement du capital humain et la lutte contre les inégalités. Nous avons évoqué avec Madame la Présidente le rôle central que joue l'éducation, l'autonomisation des femmes et l'inclusion sociale dans la transformation de nos sociétés. Et enfin, et troisièmement, la relance de la coopération bilatérale. Cette visite d'État constitue une opportunité historique pour relancer et structurer notre partenariat dans les domaines prioritaires tels que la transformation agricole et la sécurité alimentaire, la transition énergétique et la protection également de l'environnement, l'autonomisation des femmes, le développement des villes rurales durables, la santé et l'éducation. Une mention spéciale a été attribuée au père Petro Opeka, dont les parents sont originaires de la Slovénie et dont les œuvres sont un phare pour l'humanité, selon la présidente slovène. Elle sera attendue à Kamasou demain. Ambuscia figure également parmi les districts actuellement affectés par les coupures de courant. D'après la vice-présidente de l'Assemblée nationale en charge de la province de Fianarantsoa, le centre-ville est particulièrement touché, notamment en raison de l'inexistence de l'éclairage public. Cette situation serait liée à des arriérés d'impôts que la commune doit encore à la Jirama, notamment à travers le mécanisme dit de taxe sur taxe. En conséquence, une certaine instabilité règne dans la région et les habitants, dont beaucoup dépendent de l'électricité pour pouvoir mener à bien leurs activités au quotidien, en subissent les lourdes conséquences, selon les informations recueillies par Romir Manana et Fecha Anjamananzar. La ville d'Ambuscia continue de faire face à de fréquentes coupures d'électricité, une situation qui impacte profondément le quotidien de ses habitants. Ce district figure parmi les localités encore durement touchées par l'instabilité de l'approvisionnement en courant. Le centre-ville en particulier se retrouve plongé dans l'obscurité chaque nuit en raison de l'arrêt total de l'éclairage public. D'après Henk Kunabin, vice-président de l'Assemblée nationale en charge de la province de Fianarantsoa, cette panne prolongée d'éclairage public serait liée à un non-paiement des taxes d'électricité par la municipalité auprès de la Jirama. Cette situation a des répercussions directes sur la sécurité publique. Le manque d'éclairage dans les rues rend les patrouilles de police plus difficiles à organiser et moins efficaces. Malgré cela, des efforts sont en cours pour remédier à la situation. Le gouvernement a entrepris l'installation de parcs solaires dans différentes régions du pays, une initiative qui vise à stabiliser progressivement la fourniture en électricité. À Ambuscia, l'espoir renaît peu à peu, car ces installations pourraient à terme garantir un éclairage public durable, moins dépendant des infrastructures classiques, a déclaré Henk Nabin, vice-président de l'Assemblée nationale en charge de la province de Fianarantsoa. Autre actualité de ce jour, les sénateurs ont adopté le nouvel ordre du jour pour la période à partir de ce jour jusqu'au vendredi 4 juillet 2025. La proposition de loi relative à la libéralisation de la production et de la consommation de rhum artisanal ou tokagas sur tout le territoire de Madagascar sera adoptée le jeudi 5 juin 2025 lors d'une séance plénière au Sénat. Le sénateur Thiebouma Léo a également présenté une proposition de loi définissant les modalités d'élection de désignation des sénateurs. La première session ordinaire au Sénat est prévue prendre fin dans l'après-midi du 4 juillet 2025. Reportage. Cet après-midi, les sénateurs ont examiné en travaux de commission la proposition de loi relative à la libéralisation de la commercialisation et de la production du rhum artisanal ou tokagas présentée par le député Liv Arasson. Deux autres propositions de loi ont également été examinées par les sénateurs cet après-midi, à savoir celle relative
à la répression des vols de bovidés présentés par le député d'Antsui, Hyacinthe Befin Toudemanen, ainsi que celle définissant les règles de fonctionnement du Sénat et les modalités d'élection et de désignation des sénateurs présentées par le sénateur Thieb Mahaléo. Toutes ces propositions de loi examinées en travaux de commission ce jour seront adoptées en séance plénière le jeudi 5 juin 2025, d'après cet ordre du jour. Le face-à-face avec les membres du gouvernement au Sénat est prévu pour le 16 juin 2025, d'après toujours cet ordre du jour. L'ordre du jour du Sénat peut être modifié selon les propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale. La fin de la première session ordinaire au Sénat a été fixée pour l'après-midi du vendredi 4 juillet 2025. Et je vous disais en titre, la commune de Bouibar, dans le district de Manzakanjin, se dit prête et pleinement convaincue par le projet Agropole, un pôle intégré de production agricole et d'élevage. Le maire de cette localité a tenu à rassurer qu'il ne s'agit nullement d'une cession de terre à des investisseurs étrangers, mais bien d'un partenariat stratégique avec Israël, axé sur le transfert de technologies et l'accompagnement technique. Les responsables locaux, régionaux et techniques ont procédé hier à la présentation du projet auprès des agriculteurs de la commune. Mamtina Andjemboul, Omegara Nefton. L'agropole s'étendra sur une superficie de 250 hectares servant de site pilote à l'échelle de la région. Objectif affiché, faire d'Ambouibar un pôle risicole d'envergure nationale. Malgré son potentiel agricole, la commune peine actuellement à valoriser ses terres selon le maire de cette localité. Ce projet entend y remédier grâce à l'introduction de techniques agricoles avancées venues d'Israël et la mise en place d'infrastructures de base visant à améliorer la productivité. À titre d'exemple, alors que les agriculteurs locaux se contentent aujourd'hui d'une récolte annuelle de 1,5 tonnes par hectare, le projet prévoit un doublement des cycles de culture avec un rendement pouvant atteindre 10 tonnes à l'hectare selon les explications. Une véritable révolution verte qui devrait conduire à l'autosuffisance alimentaire et rehausser significativement le niveau de vie des habitants, précise le maire d'Ambouibar. Le secrétariat d'État en charge de l'autosuffisance alimentaire a d'ailleurs tenu à être clair, aucun mètre carré de terre sera accaparé par des intérêts étrangers. Le projet a été bien accueilli par les agriculteurs qui se disent prêts à intégrer ce nouveau modèle de production. Au-delà du riz, l'initiative prévoit également le développement de l'élevage, faisant d'Ambouibar un modèle de développement rural intégré. 4 régions seront concernées par ce programme national, Analamang, Alochamangur, Vaknakar et Bunglav dans le but de renforcer les capacités agricoles du pays et garantir sa sécurité alimentaire selon les précisions. En France, traiter ses collègues de bitch, morue ou contraindre une subordonnée à faire le poirier en jupe, Tommy François, ancien vice-président du service éditorial d'Ubisoft, a invoqué lundi la culture Ubi et s'est excusé à la barre, reconnaissant que ça n'est pas normal. Reportage. Il avait plaidé la blague potache, mais c'est bien face à un tribunal que Tommy François doit rendre des comptes, accusé d'avoir mené un harcèlement sexuel et moral systémique chez Ubisoft, le prestigieux éditeur de jeux vidéo français. L'industrie du jeu vidéo est connue pour être très difficile. Les femmes ont énormément de mal de travailler dans ce milieu-là avec des discriminations sexistes, donc c'est un procès symbolique évidemment. Les premiers témoignages émergent en 2020. D'abord, des récits anonymes sur les réseaux sociaux, puis dans des enquêtes publiées par Libération et Numérama. Est alors révélé au grand jour un système toxique, orchestré depuis 2010 par des hommes intouchables. Tommy François, alors vice-président éditorial d'Ubisoft, son supérieur Serge Asquette, alors numéro 2 du groupe, et Guillaume Patrux, ancien game director. Un trio accusé par les magistrats d'avoir banalisé une culture d'humiliation, de pression constante et de comportements déplacés. En fait, là, aujourd'hui, c'est peut-être l'ouverture de la boîte de Pandore, qui plus est, dans le travail dans le jeu vidéo, qui en plus est stéréotypé, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est des geeks et donc c'est normal que ce soit comme ça. Une collaboratrice ligotée à une chaise et envoyée en ascenseur à l'étage supérieur, ou sommée de faire le poirier. À la barre, lors de cette première journée d'audience, Tommy François a reconnu que ces agissements n'étaient pas normaux, mais invoque une culture d'entreprise déjà en place à son arrivée.
Je n'ai pas réfléchi, c'était l'ambiance, la culture Ubi, je ne me posais pas la question. À l'époque, j'avais l'impression d'être dans le respect des gens. Tommy François martèle avoir manqué de recul sur son management, une responsabilité à laquelle il affirme n'avoir jamais été formé. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30 pour la version malagasy. Au revoir.